Sweet FM, les grands entretiens. Bonjour à tous et à toutes, et nous recevons aujourd'hui dans le grand studio de Sweet FM le prix Goncourt 2021, l'auteur sénégalais de La plus secrète mémoire des hommes, une œuvre publiée aux éditions Philippe Ray et Jim San, imprimée dans l'Orne par Normandie Roto Impression. Sweet FM, les grands entretiens. Mohamed Mbougarsar, bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous rendre visite aujourd'hui au Mans à l'occasion de votre passage dans cette ville ce mercredi 23 février pour une séance de dédicace. Une ville que vous ne connaissez pas encore, mais il paraît que vous avez de la famille par ici. Non, c'est la première fois que je viens, en effet. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver ma famille par alliance, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Et donc vous avez reçu en novembre dernier, à 31 ans, le prix Goncourt. Vous êtes le plus jeune lauréat de ce prix littéraire. C'est votre 4e roman, la plus secrète mémoire des hommes. Alors on suit l'enquête qui est menée en 2018 par le protagoniste Diégane Latirfaye, un écrivain qui est obsédé par une œuvre et par la personnalité du Sénégalais Tessé Elimane, à l'origine du Labyrinthe de l'inhumain, publié en 1938, une œuvre qui fait alors polémique à l'époque, et les chroniqueurs justement mettent en doute l'authenticité de cette œuvre et surtout l'identité de l'auteur, tout ça à cause de sa couleur de peau. Le livre est publié dans une petite maison d'édition qui a pu entrer en lice même pour le prix Goncourt à ce moment-là. Et c'est là que le parallèle est intéressant entre fiction et réalité, parce que vous-même, vous êtes soutenu par une maison d'édition indépendante, et aussi parce que ça faisait un siècle qu'un écrivain noir n'avait pas gagné le prix Goncourt. Comment est-ce que vous avez vécu l'obtention de cette récompense par l'Académie en prenant en compte tous ces éléments ? Alors, il y a eu quelques écrivains noirs qui l'ont eu entre-temps, depuis René Maran, qui l'ont lu en 1921. Il y a eu Marie Ndiaye en 2009, il y a eu Patrick Chamoiseau. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'un écrivain africain subsaharien, on va le dire comme ça, avec toutes ces précisions, l'obtient. En réalité, bien évidemment, il y a beaucoup de parallèles possibles, de mises en abîme qui semblent continuer dans la réalité et qui sont déjà dans le roman. Ça m'amuse beaucoup. C'est la preuve que les livres sont vivants, que ce ne sont pas des objets inertes, et que d'une certaine manière, tout ce qu'on écrit peut avoir plus qu'une résonance, une incidence sur le réel. Donc on n'écrit jamais vraiment, impunément, si on veut. Mais j'accueille tout cela avec beaucoup de plaisir et de joie. Et en réalité, je n'accorde pas tellement une attention plus forte que cela au fait que je sois le premier ceci ou le plus jeune de cela. Voilà. Je crois que l'important, c'est toujours le texte, c'est lui qui est en contact avec les lecteurs. Et finalement, je suis condamné presque à m'effacer très rapidement, et le livre restera peut-être. Voilà. Alors, votre livre est dédié à un homme qui a inspiré le personnage de Tessé Elimane. C'est Yambo Wologwem, un écrivain malien qui fut le premier Africain à recevoir le prix Renaudot en 68. C'était pour Le devoir de violence chez Seuil. Alors, est-ce que c'est une sorte de réhabilitation de cet auteur, une sorte de devoir de mémoire, parce que cet auteur a vraiment le même parcours, c'est très semblable à votre protagoniste, à l'auteur justement auprès duquel il enquête ? C'est vrai que de façon très évidente, Yambo Wologwem est le modèle du personnage de Tessé Elimane, jusqu'à un certain point, parce qu'à un certain moment, leur trajectoire diverge. Mais c'est vrai que le destin biographique et littéraire de Wologwem est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Ces livres ont compté pour moi, notamment ce livre dont on parle, Le devoir de violence, qui est à l'origine de toute la polémique qui a fini par l'exiler. Mais je n'étais pas tellement dans une optique de le réhabiliter, mais simplement de payer ma dette. Donc c'était très personnel finalement, le rapport que j'ai avec cet auteur et son œuvre. Je voulais simplement écrire pour lui payer ma dette. Après, par la force des choses, ça devient une forme de réhabilitation ou une tentative de réhabilitation, mais je dois préciser que Wologwem, depuis plusieurs années, même s'il est à moitié oublié, demeure dans la mémoire d'un certain nombre de gens qui, à travers des rééditions, de nouvelles publications, des colloques organisés, essaient d'entretenir finalement sa mémoire et son histoire. Et je m'inscris simplement dans quelque chose qui a commencé depuis très longtemps. Et si ce livre peut permettre d'aller redécouvrir Wologwem, évidemment, j'en serai le plus heureux, parce que c'est un écrivain important, à mon avis.
Alors, l'acteur Gérard Depardieu, récemment grand acteur, a qualifié votre écriture de magnifique. Un magnifique langage qui fait partie de ceux qui est appris par les migrants qui ont réussi à déchiffrer le français pour les mélanger à des cultures. Alors, l'immigration, la colonisation, justement, la réhabilitation. Aussi, on parle de tirailleurs sénégalais, on parle de toute cette histoire, ces tragédies aussi et ces drames du XXe siècle. C'est au cœur du livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Gérard Depardieu ? Oui, on m'a envoyé la séquence où il parle. Donc, je suis évidemment très heureux qu'il ait aimé ce livre-là. C'est un très grand acteur, doublé d'un très fin lecteur. Après, il y a eu quelques petits commentaires en me disant: est-ce que tu es vraiment un migrant? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui enrichit la langue française ou autre? Oui, ce sont des débats qui existent, mais je ne m'en mêle pas trop. Mais l'important, c'est que, oui, il est parlé de ce livre de cette manière-là, avec sa sensibilité et sa passion. Peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes d'aller lire le livre. En tout cas, je le remercie d'y avoir prêté une attention. Et dans votre livre, alors s'il y a bien des personnages forts, modernes et indépendants, ce sont les femmes. Les femmes détentrices de connaissances, elles ont les réponses souvent aux questions que se posent les hommes. Même celle qui est atteinte de folie, finalement, détient la vérité que tout le monde ignore. Et ces femmes sont souvent associées aussi à des scènes lumineuses, à des scènes ensoleillées, alors que les hommes, eux, sont dans l'initiation, dans l'errance sombre. Il y a quelque chose du doute, de l'ignorance et même de l'aveuglement pour certains. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction si importante entre ces personnages féminins et masculins? Est-ce qu'il y a un message, quelque chose que vous avez voulu exprimer à travers cette différence? Non, pas particulièrement. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit aussi schématique que ça. En tout cas, j'ai essayé de l'éviter parce que c'est une manière aussi, finalement, de réduire les femmes à un rôle, que de leur donner le rôle de la femme lumineuse. C'est aussi une façon de les enfermer dans une case. Ce que j'ai surtout essayé de souligner avec les personnages féminins, c'est qu'elles sont souvent les clés du récit. C'est que c'est par elles souvent qu'on passe un palier dans la recherche de ce personnage-là, de son mystère. Ce sont elles qui souvent racontent les points les plus importants de l'histoire. Ce sont elles qui les détiennent, peut-être pas la vérité, mais qui ouvrent de nouvelles pistes. Et cela vient peut-être du fait que dans mon éducation personnelle, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi dans mon enfance, dont la fonction principale, entre plusieurs, évidemment, entre autres, était de me raconter des histoires. Donc, il y a cette sorte de fonction poétique, finalement, qui est la leur, et c'est une très belle manière, je pense, de voir les choses, que de croire au fait que les femmes sont celles qui connaissent l'histoire et qui la racontent. Voilà. Une histoire racontée donc dans la plus secrète mémoire des hommes. C'est un roman, certes, mais qui reprend parfois une forme d'essai aussi sur la littérature. Il y a certaines réflexions qui sont posées comme ça par le protagoniste et parfois narrateur. La littérature, dans votre ouvrage, c'est celle qui va lier les rapports humains, qui va dominer leurs rapports aussi, qu'ils soient charnels, sexuels. Et la littérature est placée au-dessus de tous, au-dessus de tout. Justement, la différence, on va dire, pareil, entre fiction et réalité, si on devait aborder cette réflexion, c'est que les personnages qui discutent, justement, qui posent cette littérature au-dessus de tout, sont des personnages qu'on pourrait dire font partie de l'élite, aussi culturelle en quelque sorte. Alors aujourd'hui, là, dans la vie de tous les jours, au quotidien, pour n'importe quel Français, pour les auditeurs de Sweet FM, justement, comment est-ce que la littérature peut encore avoir ce rôle, alors peut-être pas dominant, certes, mais au moins de liaison, comme ça, entre les rapports humains? Je crois qu'on se comprend toujours un peu mieux lorsqu'on est dans la littérature. Ce n'est peut-être pas un mode de relation privilégié au monde. Ce n'est pas parce qu'on lit nécessairement qu'on est beaucoup plus détenteur d'une vérité, mais je pense que ça permet de chercher aux endroits les plus justes cette vérité. Il y a un pouvoir d'élucidation que je prête à la littérature pour soi, mais aussi pour le monde. Après, il ne faut pas croire que la littérature est une question, qu'elle se trouve supérieure à la vie. Elle est au cœur de la vie. Elle permet peut-être de mieux la comprendre en se comprenant mieux, mais surtout, il faut considérer elle travaille à apporter de la beauté au monde, et nous sommes des êtres
assoiffés de beauté. C'est la raison pour laquelle nous allons voir des expositions, voyons des films, lisons des livres. La littérature, pour le dire très simplement, peut-être un peu sommairement, est aussi un geste social. Elle n'est pas un geste, l'esthétique n'est pas à part, n'est pas à mettre à part de la société et de notre vie sociale. Et notre vie sociale est aussi une vie qui a une soif d'esthétique, de beauté, et ce n'est pas à négliger. Donc ce n'est pas pour une élite, c'est pour tout le monde, mais que chacun trouve simplement les livres qui lui conviennent et qui lui permettent simplement d'accéder à des questions beaucoup plus profondes sur lui-même et sur le monde. Alors pour terminer sur un passage, c'est au tout début de votre livre, vous évoquez justement cette littérature et ce combat aussi qui existe. Alors en tout cas, c'est votre protagoniste évidemment qui en parle. Il dit « La littérature m'a paru sous les traits d'une femme à la beauté terrifiante. Je lui dis dans un bégaiement que je la cherchais. Elle rit avec cruauté et dit qu'elle n'appartenait à personne. Je me suis mis à genoux et la suppliai, passe une nuit avec moi, une seule misérable nuit, et elle disparut sans un mot. Je me lançai à sa poursuite emplie de détermination et de morgue. Je t'attraperai, je t'assierai sur mes genoux, je t'obligerai à me regarder dans les yeux et je serai écrivain. Mais vient toujours ce terrible moment sur le chemin, en pleine nuit où une voix résonne et vous frappe comme la foudre. Elle vous révèle, on vous rappelle que la volonté ne suffit pas, que le talent ne suffit pas, que l'ambition ne suffit pas et qu'avoir une belle plume ne suffit pas. Je tronque évidemment cette suite de critères, de caractères qui ne suffisent pas donc à devenir écrivain. Cette lutte entre l'auteur, celui qui veut être écrivain, et la littérature, vous vous situez à quel niveau dans cette bataille, si on peut appeler ça une bataille ? Je suis toujours dans la bataille, je suis toujours dans le doute, je suis toujours dans la certitude qu'en effet, aucune de ces choses ne suffit jamais et que la littérature est toujours une quête. Tout le sens de ce passage-là tient dans cette intuition que j'ai, parce que ce n'est pas une vérité, c'est simplement une intuition, que la littérature est toujours dans la recherche et qu'il n'y a jamais de certitude et que rien, finalement, ne nous permet d'être dans une forme de sérénité. Si on pouvait résumer, on dirait que la littérature est d'abord une question d'inquiétude, l'inquiétude devant ce qui vient ou ce qui ne vient pas, mais l'inquiétude qui nous permet de toujours être en mouvement, en alerte et de toujours chercher. Finalement, c'est peut-être mon seul réconfort en la matière. Pour le reste, comme tous les écrivains, je suis encore dans cette lutte-là et il est heureux que rien ne conforte finalement et que la tension demeure. Donc je continue à chercher. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Mbougarsar, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre La plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt, donc 2021, est toujours disponible en librairie. Merci à vous. Merci.